Cette émission vous est proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Chers téléspectateurs, bienvenue à Bingerville et bienvenue dans City Mag. Au programme de cette édition, dans le City Tour, nous pousserons les portes d'un lieu sans pareil, le foyer des enfants métis, niché dans les murs de l'ancien palais du gouverneur, devenu aujourd'hui un orphelinat. Dans notre interview express, nous irons à la rencontre des Bingervillois, nous entendrons leurs coups de cœur, leurs attentes, leurs regards sur la commune qu'ils habitent au quotidien. Le City Plus nous emmènera au cœur d'une institution rare, le Centre technique des arts appliqués, le CTAA. Et enfin, nous clôturerons avec notre City Meet. Allez, City Mag Bingerville commence maintenant. Ancienne capitale coloniale de la Côte d'Ivoire de 1900 à 1934, Bingerville est située à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, sur les rives de la lagune Ébrié. Frontalière de la commune de Cocody, elle est bordée par la lagune Ébrié et bénéficie d'un environnement naturel verdoyant. La ville tire son nom de Louis-Gustave Binger, explorateur et administrateur colonial français. Bingerville est la terre du peuple Achan, une communauté appartenant au grand groupe Akan. L'organisation sociale de cette ethnie repose sur le principe des générations qui jouent un rôle essentiel dans l'exercice du pouvoir. Les Tchagba, Blessoué, Nyando et Doubo constituent les 4 générations qui se succèdent au pouvoir au sein de la société Achan. Pour intégrer officiellement sa génération, chaque membre de la communauté doit participer à une fête de génération, une cérémonie initiatique qui marque l'entrée dans la vie sociale. Aujourd'hui encore, cette tradition se perpétue et demeure un élément fondamental de l'identité culturelle du peuple Achan. Il faut dire que pour ce qui est du peuple Achan, nous sommes fortement exposés au modernisme. Nous le disons parce que nous sommes au cœur de la capitale économique. Donc, il y a toutes les influences possibles que nous subissons. Et à partir de là, le peuple Achan a donc pris jalousement la fête de génération, qui est notre identité. Vous comprenez que nous sommes un peuple initiatique. Le peuple Achan est un peuple initiatique. Je vais dire quoi par là? C'est-à-dire que avant qu'on ne vous donne la parole sur la place publique, vous devez passer par la génération, par la fête de génération. Et la première sortie de cette génération-là, une dégon, c'est-à-dire que c'est la première sortie. Et un dégon-là, on le fait à partir des générations, mais dans la génération, chaque catégorie. Tout à l'heure, j'ai cité qu'il y a les djéhou. Les djéhou vont faire leur sortie, ensuite ça sera les dogba, les agban et les asukou. Et quand les asukou font les sorties, c'est-à-dire que toutes les catégories sont rassemblées, en ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le fatoué. C'est-à-dire que ce n'est plus une catégorie qui sort, mais cette fois-ci, c'est toute une génération qui sort. Et à partir de là, on dit que la génération est mûre. C'est-à-dire les hommes qui sortent de cette génération-là, ils sont mûrs. Ils sont passés par les rites, ils sont sortis. En ce moment-là, on leur donne la possibilité de parler à la place publique parce qu'ils ont fini leur initiation. Voilà. Donc, le peuple Achan garde jalousement cette tradition-là. Parce que si nous la perdons, c'est fini. Dirigé par le maire Issouf Doumbia depuis 2018, Bingerville compte aujourd'hui plus de 200 000 habitants et connaît depuis plusieurs années une forte croissance démographique portée par l'expansion du Grand Abidjan. Cette dynamique s'accompagne d'un véritable boom immobilier. Bingerville
apparaît désormais comme l'un des principaux pôles d'expansion résidentielle du Grand Abidjan, avec une urbanisation rapide qui transforme progressivement son paysage urbain. La commune abrite de nombreux établissements scolaires publics et privés, des collèges, des lycées, ainsi que plusieurs grandes écoles et centres de formation. Parmi les institutions emblématiques figurent l'école militaire préparatoire technique de Bingerville EMPT, le lycée Mami Oufoué Fété, le lycée de garçons de Bingerville, le petit séminaire de Bingerville, le centre technique des arts appliqués ou encore le centre des métiers de l'électricité. La commune est également connue pour abriter, depuis 1952, un orphelinat installé dans l'ancien palais du gouverneur. Nous avons une capacité d'accueil de 250 pensionnaires. Et comme les enfants rentrent et sortent, nous avons à ce jour 168 présents. Évidemment, le nombre évolue chaque fois qu'il y a de nouvelles entrées. Nous avons en priorité des enfants orphelins complets. Quand il y a de la place, on prend les orphelins partiels, orphelins soit de père, soit de mère. Et puis les cas sociaux. Les cas sociaux, ce sont les enfants dont les mamans sont mortes en couche et de pères inconnus. Il y a également nos mamans qui ont perdu la raison, qui sont folles dans les rues. Il y a des hommes pour les enceinter. Et ces cas sociaux-là sont recrutés par l'État de Côte d'Ivoire pour leur donner une chance d'être des citoyens à part entière. Voilà donc les catégories d'enfants qui sont pensionnaires ici. L'hôpital psychiatrique de Bingerville est un établissement public, hospitalier et départemental, spécialisé en psychiatrie. Donc les missions de cet hôpital sont la prévention, le diagnostic, le traitement de toutes les maladies mentales, mais également la promotion de la santé mentale. Donc globalement, ici, nous recevons des patients au quotidien qui viennent pour des troubles mentaux de toutes sortes. Ça peut être l'insomnie jusqu'aux troubles psychiatriques les plus graves comme la schizophrénie et qui viennent en consultation où il y a un suivi ambulatoire qui est démarré ou une hospitalisation si besoin. Donc l'hôpital psychiatrique de Bingerville existe depuis 64 ans maintenant et c'est l'établissement de référence pour toute la Côte d'Ivoire. C'est le plus grand en termes de capacité d'accueil. Et dans la ville d'Abidjan, c'est la seule structure qui hospitalise. Après, nous avons l'hôpital psychiatrique de Boaké, par exemple. Malgré son importance pour la santé publique, l'hôpital psychiatrique de Bingerville fait encore face à de nombreux préjugés. L'établissement s'efforce de changer le regard de la société sur la maladie mentale et de favoriser une meilleure inclusion des personnes concernées. L'hôpital psychiatrique, c'est un hôpital comme un autre, avec une capacité d'accueil réduite, avec une durée d'hospitalisation également bien déterminée. Donc ce n'est pas un asile de fous où on enferme les patients et dont ils ne sortent plus jamais. Ce n'est absolument pas vrai. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est de propager cette bonne nouvelle-là auprès des Ivoiriens. Mais nous demandons également aux Ivoiriens d'être réceptifs. Ils peuvent même venir juste pour voir l'hôpital, juste pour visiter l'hôpital. Aujourd'hui, notre vision du soin, c'est vraiment l'humain qui est mis au cœur de nos activités. Nous humanisons nos pratiques. Aujourd'hui, à l'hôpital psychiatrique, on organise des brunchs, on organise des soirées pyjama avec nos patients. La semaine dernière, on a organisé un atelier peinture, collage, dessin, des thérapies avec les familles, parce que les familles également sont en souffrance, elles en ont besoin. Autre lieu emblématique de la commune, le célèbre jardin botanique de Bingerville, créé durant la période coloniale. Véritable poumon vert de la ville,
Ce site historique abrite une grande diversité d'espèces tropicales, des arbres centenaires et des plantes rares. Il constitue aujourd'hui l'un des principaux attraits touristiques et écologiques de la commune. Voilà pour ce premier regard sur Bingerville. Mais la commune réserve bien d'autres surprises, à commencer par un lieu qui mêle l'architecture coloniale à la chaleur de l'enfance. Il fait partie des bâtiments qui ont changé de nom sans jamais changer de vocation. Des enfants métis recueillis et élevés entre ces murs chargés d'histoire. Ce foyer singulier est notre destination pour ce City Tour. Je me suis retrouvé au foyer des métis à 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai 80 ans. Moi, franchement, il a fait souffrir ma mère, ce blanc-là. Parce que moi, ma mère ne voulait pas faire d'enfant parce que sa camarade lui avait déjà dit « Fais attention, hein, fais attention aux blancs ». Mais à un moment donné, il disait à ma mère « Mais comment, tu ne peux pas faire d'enfant ?» Ma mère dit « Si, je peux faire d'enfant. » Elle dit « Mais pourquoi ?» Ma mère dit « Bon, laisse-moi aller au village et puis je reviens. » Et aller prendre ces plantes écrasées, se purger avec. Elle est tombée en grossesse. Elle est tombée en grossesse. Il dit « Ah, franchement, moi, je suis très occupé, je ne peux pas m'occuper d'un enfant, tout ça. Bon, écoute, il faut aller chez tes parents. » Elle ne pouvait pas aller chez ses parents parce qu'à l'époque, quand une jeune fille sort avec un blanc, pour avoir un noir pour se marier, c'est difficile. Ils sont méchants. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Quand d'autres métis t'expliquent leurs problèmes, mais c'est incroyable. Je ne suis pas content de lui. Je ne suis même pas fier même de porter le nom, mais jusqu'à ma mort. Parce que je n'ai pas demandé à venir au monde. Moi, mes enfants me demandent, mais tu parles de ta mère et ton père. Des fois, je reste comme ça, je les regarde, et puis ils me répètent plusieurs fois, je leur ai dit, je ne le connais pas. Alors, tu vois, ils se demandent bien, mais comment? Il dit qu'il ne connaît pas son père. Est-ce que c'est normal, ça? Franchement. Philippe Meyer porte encore les blessures de son enfance. Son histoire est celle de nombreux métis ivoiriens, fruits de l'union plus ou moins forcée et parfois très brève entre colons blancs et jeunes femmes noires. Beaucoup d'entre eux, abandonnés par leur père, vont grandir dans ce qu'on va appeler le foyer des métis à Bingerville. Le foyer des métis a été créé le 3 avril 1939, mais ce foyer des métis tire son origine de la maison des métis, créée le 14 septembre 1910 par le gouverneur colon Ernest Roume. Les années sont passées et pendant qu'on n'avait que des métis, les guerres mondiales ont éclaté. Donc à partir des années 50, le colon a estimé qu'il fallait voir comment intégrer les enfants orphelins de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme ça qu'en 1953, des enfants noirs de ceux qui ont servi la mère patrie et qui sont morts au front, sont venus intégrer l'orphelinat de Bingerville. Ce foyer mixte, ouvert dans l'ancien palais du gouverneur de Bingerville et devenu par la suite un orphelinat, va devenir pour ces enfants un refuge. Ils y trouveront une nouvelle famille et tisseront des liens forts. Écoutez, moi je suis rentré en 59, où c'était devenu déjà orphelinat de Côte d'Ivoire. En 53, il y a un décret qui transformait le foyer des métis en orphelinat de Côte d'Ivoire. Et ça a été effectif en 54. Et donc moi je suis rentré en 59 à l'orphelinat de Côte d'Ivoire. Bon, c'est ma mère qui m'a accompagné. Et bon, on a été reçus là-bas par M. Gilbert aussi. Ma mère connaissait bien le receveur des PTT, normalement à l'époque, qui était M. Kouassi. Et donc il a été mon tuteur. Et donc j'ai été admis à l'orphelinat.
Et ma mère m'a laissé là-bas et c'était terrible. C'était terrible. Cette rupture-là m'a beaucoup affecté. Donc, j'ai tout fait pour rejoindre ma mère, mais je savais plus où elle était passée. Donc, de peur de me perdre, je suis revenu sur mes pas. Oui. Et c'est comme ça que je suis resté tout mon cursus primaire, là, et du CP1 au CM2, à l'orphelinat de Côte d'Ivoire. Je suis rentré au foyer des Métis le 18 novembre 1949. 18 novembre 1949. Et comment? J'étais à la plantation, je vivais chez mon père, à la plantation. Ma mère, quand elle a appris que mon grand-père est venu me chercher pour la Suisse, elle s'est précipitée, elle est venue là-bas. Elle dit oui, il va aller dire au revoir à j'allais dire au revoir à son grand frère. Son grand frère, il vit à Boaké. Donc elle m'a entraîné jusqu'à Boaké. Alors que mon grand-père était là, il attendait. Il a attendu 1 an là. Je ne venais pas, j'étais obligé de partir. Et je vous assure que ça ne m'a pas fait de bien, parce que j'étais fâché avec ma mère. Ah oui, moi c'est le contraire. Hein? Lui, était en train d'embrasser. Moi, j'étais fâché avec ma mère. Elle a empêché mon grand-père de partir avec moi en Suisse. Ça, c'est les garçons. Ça, c'est les garçons. Voilà, ça, c'est les garçons qui sont là. Et puis, il y en a d'autres qui étaient là autour, qui regardaient les autres danseurs. On voit quelques filles qui sont là, debout, là-bas, qui les regardent les choses. Voilà. Ici, c'est le terrain de tennis. Le terrain de tennis était ici. Et notre petit golf, là, était ici, dans cette zone-là. Ici, dans cette zone-là, derrière, ici. Les jeudis, on n'allait pas à l'école. Alors, on avait des travaux pratiques. Des travaux pratiques. L'entretien de la cour de l'école. Il y a la cour d'honneur et puis l'arrière-cour. L'arrière-cour, il y avait un poulailler, un verger, un potager. Donc, on se livrait à toutes ces activités-là. Vraiment, j'avais une certaine discipline, j'étais bien organisé. Il y avait l'activité sportive aussi. On organisait de petites rencontres sportives entre les différentes classes, voilà. Et on passait le temps. Il y avait la balançoire. Il y avait le terrain de football. Voilà. La piscine, il a installé une piscine. Mais en fait, une belle piscine. Oui, la piscine. Le côté du réfectoire, parce que au réfectoire, on nous donnait de très bonnes choses à manger. Voilà. Parce que on mangeait des yaourts, on mangeait des pains d'épices, on mangeait en Noël, pour par exemple, quand il s'agissait du réveillon, on avait des gâteaux, des brioches, des machins, enfin des gâteaux même, des religieuses, des babas au rhum, ainsi de suite, des millefeuilles et tout ça. C'était formidable. C'est des choses que j'aurais pas mangé chez moi, si j'étais chez moi, c'est sûr. Mes parents n'avaient pas les moyens de me l'offrir. Aujourd'hui, l'ancien palais du gouverneur qui a accueilli ces enfants métis a conservé sa vocation de refuge. Devenu en 1972 un orphelinat de garçons, il continue d'occuper une place particulière dans le cœur de ses anciens pensionnaires. À travers leurs associations, l'association des anciens élèves du foyer des Métis, de l'orphelinat de Côte d'Ivoire et de leurs descendants, ils maintiennent un lien fort avec les lieux. Chaque année, ils y organisent notamment un arbre de Noël et contribuent par leurs dons au fonctionnement de l'établissement qu'ils considèrent un peu comme leur village. Beaucoup d'entre eux y ont également trouvé, en la personne de Gilbert Drussy, l'un des premiers directeurs du foyer, une figure paternelle. Car l'histoire de ces enfants métis ne peut être racontée sans évoquer l'abandon dont bon nombre d'entre eux ont été victimes. L'abandon de leur père, d'abord, mais aussi celui de l'État français qui n'a jamais pleinement reconnu leur situation et qui, durant la période coloniale, a parfois encouragé les pères à ne pas reconnaître les enfants nés de ces unions. Vous savez, les métis, les premiers métis, là, comme dit la parabole du semeur, là, ils sont tombés sur un sol plus rocailleux que fertile. Ça n'a pas été du tout facile pour eux. Ça n'a pas été du tout facile pour eux. Et donc, mais ils ont géré leur vie du mieux qu'ils ont pu.
Et aujourd'hui, face à l'État français qui eux-mêmes sont à la base de cette politique, ils ont du mal à se contredire. Donc, ils n'ont pas permis. Comment peut-on admettre des enfants dans un foyer des métiers qui sont pupilles de l'État français et ne pas les reconnaître comme français? Ça n'a pas de sens. C'est une aberration. Voilà. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y en a qui sont restés avec ce goût amer en eux. Vous savez, vivre sans père, c'est pas toujours évident. Une page d'histoire, une page d'enfants et une commune qui ne cesse de nous surprendre. Mais quel Bingerville vivent au quotidien ceux qui y habitent, qui y travaillent, qui y grandissent? C'est la question que nous avons posée directement aux Bingervillois. Leur lieu préféré, ce qui les charme dans leur commune, ce qui les agace aussi. Leur voix, leur commune, on les écoute dans l'interview express. En quelle année Bingerville est devenue la capitale de la Côte d'Ivoire? Bingerville n'a pas été capitale de la Côte d'Ivoire. Bingerville a été capitale. Ah, c'est que la Moïse, c'est pas un... Pays la capitale, la Moïse, c'est que là, c'est Yamoussoukro, non? Ouais, pays la Bingerville, là, non. Moi, c'est pas un... C'est pas... Je ne me souviens plus les dates. Et puis les mois, les années. On avait dit en 1980 comme ça. 1980? Oui, bien sûr, oui. Je pense bien. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas parce que je n'ai pas l'histoire. Je n'ai pas lu beaucoup d'histoire, voilà. Bon, tout il y a des qui disent, il y a d'autres qui disent que non, c'est Yamoussoukro. Bon, donc voilà, ça nous fatigue beaucoup. Voilà, nous qui n'avons pas fait histoire là, ça nous fatigue beaucoup, voilà. Bingerville. Bon, franchement, je sais pas. Bingerville n'est pas la capitale là, quand tu vois, je sais pas. Ça, je sais pas, sincèrement, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que actuellement, avec l'évolution, en tout cas, Bingerville aussi fait partie des meilleures communes, pour moi, les meilleures communes de la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour moi. En quelle année Bingerville est devenue la capitale de Côte d'Ivoire? Bon, on va faire quelque chose. Si je ne me trompe pas, c'est pas 1900, si je ne me trompe pas. 1900, bon, je pense que c'est 1900, on va prendre ça comme ça. Sûr? Bon, qu'est-ce que si, on va faire ça. Je pense bien. Des voix habitantes sincères et variées. Voilà ce qui donne le pouls d'une commune. Et à Bingerville, ce pouls bat aussi, depuis près d'un siècle, au rythme d'un lieu que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire. Le Centre technique des arts appliqués, le CTAA. 10 spécialités, des générations d'artistes formés et un musée qui porte encore le nom du maître. Le CTAA, c'est l'âme artistique de Bingerville. Nous y avons passé du temps et voici ce que nous y avons trouvé. C'est dans le City Plus. Bingerville. Dans le quartier Porquet, à la limite sud de la ville, se dressent les bâtiments du Centre technique des arts, CTA. Créée en 1994, cette école a vu défiler les plus grands créatifs ivoiriens et continue aujourd'hui d'être le creuset où se révèlent les artistes les plus talentueux du pays. Communication visuelle, décoration d'intérieur, design d'objets, design textile, mosaïque, staff, expression picturale, sculpture ou encore tapisserie, les élèves y reçoivent un enseignement artistique spécialisé dans un cadre propice à la créativité. En plus de la pratique artistique, la formation intègre également des enseignements généraux, tels que le français, l'anglais, l'histoire de l'art, le droit et la gestion. Le centre forme sur 3 niveaux. Première année, deuxième, troisième année. Alors, les élèves de la première année arrivent ici. Le concours concerne les élèves de troisième, niveau troisième titulaire du BEPC.
Voilà, donc ils viennent et participent à un concours qui est organisé par le ministère de la Culture, par le biais de la direction de la formation. Et donc les meilleurs sont retenus pour constituer la première vague de première année. Et en première année, l'objectif c'est de faire découvrir les différentes spécialités, les arcanes, comme on dit dans le domaine des arts plastiques et arts appliqués. Et donc en deuxième année, l'élève va choisir sa spécialité en fonction de ce qu'il a pu apprendre. Et en troisième année, il va affiner cela et sortir avec un brevet technique des arts appliqués. À l'issue du concours d'entrée, entre 60 et 65 élèves par promotion sont admis au sein du CTA. Pour accéder à cette formation d'élite, un seul prérequis est nécessaire: posséder un talent pour le dessin, associé à une véritable sensibilité artistique. C'est ce don, ce talent, que le concours permet de révéler. Cette année, 160 élèves répartis sur les 3 niveaux de formation et encadrés par 40 enseignants poursuivent leurs études au sein du CTA. Le diplôme obtenu après 3 ans de formation, c'est le BTA. C'est un brevet technique qui a valeur de bac technique. Et quand on l'a, vous avez vu déjà des éléments que je vous ai présentés, c'est techniquement, on estime que l'enfant a une formation solide. Il peut, dans un premier temps, comme il est dit dans les documents de création, créer un emploi pour lui-même. Voilà. C'est-à-dire l'auto-emploi fait partie des premiers objectifs fixés, mais en dehors de cela, l'enfant peut intégrer le domaine des ICC, comme on le dit, industrie culturelle et créative. Peintre, sculpteur, décorateur d'intérieur, designer, infographiste, publicitaire ou dessinateur, un large éventail d'opportunités professionnelles s'offre aux apprenants du CTA. Mais tout commence dans les salles de cours, où ils répètent leur gamme et perfectionnent leur savoir-faire sous l'œil attentif de leur professeur. Quand tu poses la touche comme ça, et le rose à côté et le souffle, ça fait comme si c'était un drapeau. Donc à chaque fois que tu poses les nuances, essaie de mélanger et puis évite de compter les touches. Donc c'est cette bête nuance-là entre les éléments qui vont te créer une belle harmonie. Okay? Donc à chaque fois que tu poses une touche, tu prends du recul, tu analyses avant de te relancer. Ici, dans l'atelier de peinture, se retrouvent les étudiants de 2e année. Chacun, devant sa toile, développe un thème choisi au préalable. Son sujet, c'est sur les instruments de musique africains et son sujet, c'est le kora. Ici, elle utilise la technique de l'empattement pour traduire ses différentes idées. C'est quoi la technique de l'empattement? C'est une technique qui consiste à utiliser de la colle et de la peinture drapeau. La pâte obtenue, c'est de l'enduit. Et c'est avec ça qu'elle va créer des différents reliefs sur sa toile et puis essayer de sculpter les différentes formes en vue d'avoir un relief. Et c'est à partir de là qu'elle va faire sécher et puis elle va utiliser les différentes techniques de coulage, de lavis en vue de faire ressortir les différents éléments qui seront sur son travail. Ma palette chromatique ici, il y a du violet, du magenta qu'on retrouve par endroits, il y a du marron aussi et de l'oranger. Plus loin, dans la cour de l'école, nous retrouvons les étudiants de 1re année pendant leur atelier de sculpture. Les élèves sont en pleine activité du modélage. Voilà, c'est la 1re année. Ici, ils sont en train de réaliser un morceau de pain. Voilà, c'est l'exercice du jour. Voilà. En 1re année, c'est tout ce qui est basique. Hein. Voilà, ils vont d'abord faire le modélage. Après le modélage, on va maintenant attaquer la technique du moulage. Voilà, et c'est tout. Mais en 2e année, là, les élèves sont en pré-spécialité. Voilà, ils vont déjà toucher le modélage, s'initier. Et à partir de là, maintenant, ils vont créer leurs travaux pour la réalisation finale. Là, tu es à quel niveau? Je suis en train de faire la pâte, pouvoir découper puis continuer, mettre dessus. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai demandé comme travail? Vous avez demandé de faire un croissant. Un croissant, ok. Après, je sais. Tu es à quel niveau? Ok, je suis en train de... Donc, faut commencer à... Tu prends ton doigt, tu commences à lisser d'abord comme ça. Voilà. Faut commencer à lisser d'abord avant de... Si le staff, c'est une matière constituée de plâtre et de filasse, et mélangée à l'eau de façon homogène et puis fluide, elle se prête à toutes les formes qu'on lui donne. Donc vous avez ici les apprenants
il y a l'autre qui est en train de faire un traînage semi-circulaire. Elle s'apprête pour un second traînage semi-circulaire. Et pour le moment, elle est en train de tirer comment on appelle ça, des motifs décoratifs qu'elle va installer là-dessus après. Et puis faire un moule et tirer pour se préparer pour les examens de fin d'année. Dans les autres salles de cours, les étudiants se forment également à l'infographie, une discipline qui leur permet notamment d'apprendre à concevoir et à réaliser des bandes dessinées. C'est l'histoire d'une servante. Ok. Et à travers la servante, je suis en train de faire des recherches de scènes. Ici, par exemple, la servante est en train de faire la lessive. Et après avoir fait la lessive ici, elle a plié les habits et quand elle est ranger dans la chambre. Et après, faire le ménage et tout. À l'atelier de mosaïque, les élèves s'initient aux techniques d'assemblage de matériaux pour réaliser des compositions décoratives alliant précision et créativité. En design textile, les étudiants explorent les motifs, les couleurs et les matières afin de concevoir des créations adaptées au secteur de la mode et de la décoration. Elle est en train de faire, d'exercer une technique de pochoir en batik. Déjà, nous avons choisi notre sujet en début d'année et nous avons créé des motifs et composé. Avant de devenir un centre de formation de renom, le CTA était un atelier d'art privé fondé en 1937 par le sculpteur français Charles-Alphonse Combes. Entouré de nombreux apprenants, ce dernier fit de l'ancienne capitale de la colonie ivoirienne un véritable foyer de création artistique. En 1958, l'atelier devient la première école d'art d'Afrique. Puis, sous l'impulsion de l'État ivoirien, il se transforme le 1er juin 1994 en Centre des Arts Appliqués. C'est donc la vision portée par Charles-Alphonse Combes qui a permis à cet espace d'expression artistique de voir le jour. Pour lui rendre hommage, un musée a été inauguré au sein du CTA en 1975. Il conserve des œuvres de Combes ainsi que celles de ses disciples. Donc ici, nous avons l'œuvre principale qui est là, c'est-à-dire l'œuvre que Combes lui-même a réalisée de ses mains. C'est un assemblage, un type de modélage, une œuvre faite à partir d'un style. C'est de la sculpture, mais c'est du modélage fait à base de pierres reconstituées. L'œuvre est intitulée Le Cri du Nègre. C'est une manière pour Combes de compatir à tout ce que le peuple noir a eu à voir comme souffrance, c'est-à-dire la colonisation, la traite négrière et autres. Donc, on part du nord ici. Nous avons ici au centre la femme baoulée avec une tresse charismatique qui est faite chez les femmes baoulées. Ici, nous avons ici le bété, c'est-à-dire la femme bété et l'homme bété qui est le bayon, qui est le culte de la beauté en pays bété. Nous continuons là, ça au niveau, ça c'est la prêtresse Yacouba qui aborde une coiffe qui était portée par la chef qui présidait le rite d'initiation, c'est-à-dire l'excision. Et là, nous avons une œuvre emblématique ici qui est le guerrier mourant. Le guerrier mourant qui est une œuvre collective qui a été réalisée par 3 élèves de Maître Combes. Et cette œuvre, il a dédié spécialement à l'ancien président de notre pays, Félix Houphouët-Boigny, en guise de leur amitié qui est née depuis les années 1925. Si les œuvres conservées dans le musée témoignent de l'héritage laissé par Charles-Alphonse Combes, la cour et les différents espaces du CTA mettent également en lumière les créations les plus emblématiques des anciens élèves de l'école. Elles témoignent du talent qui n'a cessé d'irriguer cette institution depuis sa création. C'est une œuvre d'élèves, mais qui faisait partie des meilleurs. Niento, qui a fini sa formation en expression picturale, comme on l'appelle chez nous ici, en peinture décorative. Et là, vous voyez l'œuvre qu'il a réalisée, c'est l'activité d'une jeune fille, pour ne pas dire un enfant, qui est en train de se passer le vernis à ongles. Mais ce qu'il faut observer ici, c'est la qualité du travail exécuté. Vous voyez les cheveux tels que rendus, vous avez l'impression que c'est une photographie, mais en fait, c'est de la peinture réalisée avec un pinceau, pour ne pas dire avec des pinceaux. Et donc, l'angle de vue, nous sommes en communication,
Vous voyez, l'image est en plongée. Et ce sont des sujets qui sont difficiles à traiter et arriver à respecter les proportions quand on travaille dans ce domaine-là. Voilà, ça montre la qualité de la formation. Le CTAA, gardien d'une tradition artistique que Bingerville transmet de génération en génération. Nous vous embarquons à présent pour le City Meet, c'est tout de suite. Figure emblématique de l'éducation ivoirienne, Jeanne Aka Batelot a marqué plusieurs générations d'élèves par son exigence, son sens du devoir et son attachement indéfectible aux valeurs d'intégrité. Première ivoirienne à diriger le lycée de jeunes filles de Bingerville, devenu lycée Mami Fetteh. Ancienne élève de cet établissement, Jeanne Aka Batelot y revient après des études en Angleterre. Elle débute comme professeure avant d'y être nommée en 1974 proviseur. Elle dirigera l'établissement pendant près de 20 ans. Et quand en 1974, le ministre Akoto Yao nomme Jeanne Batelot à la tête du lycée, bon, il y a eu beaucoup de grincements dedans. Elle-même, elle nous l'a dit. Les gens ne lui faisaient pas confiance du tout. Ils se disaient qu'elle n'allait pas tenir et que la rigueur avec laquelle les Françaises avaient dirigé le lycée, ça allait être difficile pour une Ivoirienne. Mais le ministre Akoto Yao, que nous avons rencontré avant de lui rendre hommage, il a dit qu'il a insisté, qu'il croyait en la capacité de Jeanne Batelot à diriger l'établissement. Élégante, rigoureuse et profondément attachée au travail bien fait, Jeanne Aka Batelot se distinguait par une discipline sans concession. Si son exigence lui valait parfois une réputation de sévérité, ses anciennes élèves s'accordent à dire qu'elle était avant tout juste. À la fin de chaque trimestre, Madame Jeanne Batelot va passer dans chaque classe. Elle va donner les résultats de la première avec les tableaux d'honneur, les félicitations, jusqu'à la dernière. Mais, quand vous n'avez pas eu la moyenne, mais vous pleurez, mais elle vous met debout, elle vous dit des mots durs, comme, mais, par exemple, elle peut vous dire, votre père et votre mère doivent avoir honte de vous, parce que vous êtes incapable. Hein? Vous pouvez même pas avoir la moyenne. Vous faites la honte. Mais quand elle finit, vous êtes en larmes et puis elle vous demande, pour le prochain trimestre, vous me promettez combien? Son passage à la tête du lycée a profondément marqué des générations de jeunes femmes qui continuent aujourd'hui de faire vivre son héritage. C'est dans cette volonté de transmission qu'est né le prix Jeanne Batelot, une distinction créée en son hommage par les membres de l'amicale des anciennes du lycée Mami Fetteh de Bingerville. Décerné chaque année aux meilleures bachelières de chaque série du lycée, ce prix vise à promouvoir l'excellence scolaire tout en rappelant les idéaux éducatifs portés par l'ancienne directrice. Derrière cette couverture de femme trop dure, c'était une mère adorable. Elle était adorable. Mais il fallait pas peut-être laisser voir ça à ses filles. Il fallait les mettre peut-être, nous mettre un peu dans... Il fallait montrer son côté dur pour que nous puissions nous mettre au travail, pour que nous... il fallait peut-être nous montrer qu'elle voulait du bien de nous. Sinon, derrière cette armature de femme dure, de femme méchante, Batelot, Madame Jeanne Batelot, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable. Au-delà de sa carrière dans l'éducation nationale, Jeanne Batelot a également servi la Côte d'Ivoire en tant qu'ancienne maire de la commune de Bingerville. Son engagement au service de la nation lui a valu plusieurs distinctions, notamment
les titres d'officier de l'Ordre du Mérite National et de chevalier de l'Ordre du Bélier du PDCI RDA. Décédée le 3 juillet 2023, Jeanne Batelot laisse l'image d'une éducatrice d'exception dont le nom demeure synonyme d'excellence, de discipline et d'intégrité. Bonjour Monsieur Paré Harouna. Bonjour. Merci encore de nous recevoir à l'occasion de ce City Meet spécialement consacré à Madame Jeanne Batelot, que vous connaissiez mieux que personne, puisque vous avez travaillé 10 ans à ses côtés en tant que son protocole. Alors nous avons voulu savoir un peu à travers vous quelle femme c'était, au-delà même des fonctions de mère et de femme d'État. Alors merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais saluer déjà sa mémoire. Ouais, je lui dois ça. Parler de Madame Batelot, vraiment, c'est un exercice périlleux. Parce que c'est une dame qu'on ne finit jamais de connaître. Mais pour les 10 ans que j'ai passé à ses côtés, je peux dire que en tant que mère, M-E-R-E, c'est une femme très joviale, qui aime beaucoup la famille. Entourée, mais avec un cercle restreint. Oui, très restreint même. C'est sa famille. Sa famille, ça dit ses sœurs, ses beaux, et puis ses neveux et ses nièces. D'accord. Donc ça, c'était la femme en dehors du maire que tout le monde connaît, en dehors des discours et des apparitions publiques. Est-ce qu'il y a une anecdote ou une situation que vous avez vécue avec elle, où vous vous êtes dit, ça c'est vraiment elle? Ok. Pour l'anecdote, ce que je peux dire, elle venait fraîchement de quitter ses fonctions de proviseur du lycée Mamie Fetteh. Elle est arrivée à la mairie et ça n'a pas duré, ça a coïncidé avec une cérémonie des eaux et forêts au jardin botanique. Un Ivoirien, un arbre, qui était placé sous le haut patronage du président Henri Konan Bédié. Elle en a profité pour faire une grande cérémonie. Elle a fait sortir tous les chefs de village, toutes les autorités religieuses, les chefs de quartier, les jeunes, les femmes, les groupes de danse, à telle enseigne que on dirait l'arrivée d'un président occidental qui arrivait à l'aéroport au Faux-Boigny. Il y avait des banderoles. Donc quand le protocole a vu ça, ils étaient tellement contents. Ils ont informé le président Bédié pour dire, ah, tu vas à la cérémonie là. C'est pas simplement aller planter arbre et puis il y a un bain de foule que tu vas prendre. Et il est descendu. Il a marché avec elle. Il lui a dit, merci madame. D'accord. Alors justement, comment est-ce qu'elle préparait ses journées? Comment est-ce qu'elle fonctionnait au quotidien? Est-ce que c'était une femme méthodique, d'instinct, une femme pragmatique? Oui, c'était une femme très méthodique, puisqu'elle est enseignante de formation. Oui. Alors, donc comme elle n'avait plus d'autres activités, donc elle était toujours à la mairie. À partir de 7h30, chaque chef de service devait être à son bureau avec son téléphone à côté. À 7h35, elle appelle pour s'assurer que tous les chefs de service sont à leur poste. Donc, elle avait déjà la réputation d'être très rigoureuse en tant que proviseur au lycée Mamie Fetteh. Donc, c'est cette rigueur qu'elle a rapportée à la mairie. Vous confirmez qu'effectivement, elle avait toujours cette exigence-là. Absolument, absolument. Personne ne peut dire le contraire. Personne. Et quelle était sa relation avec la population bingervilloise? Oui, sa relation avec la population de Bingerville, c'était une relation vraiment d'enthousiasme et d'amour. C'est ce qui a valu même qu'elle soit élue maire de la commune de Bingerville. Parce que pour être maire, c'est pas une nomination.
c'est une élection. Donc elle avait réussi, de par son charisme, à rassembler toute la population de Bingerville qui ne jurait que par elle. Et puis elle avait ce coup de grâce là aussi, d'être soutenue par le président Houphouët-Boigny, notamment par l'intermédiaire de Mami Fetteh. Voilà. Pendant ces 10 ans, est-ce qu'il y a un dossier en particulier qui l'a, comme on dit, fatigué, un dossier qui a été vraiment difficile pour elle et qui vous a marqué également? Oui. Il y a un dossier qui l'a affligée, parce que comme je l'avais dit tantôt, elle était en communion avec sa population. Oui. Et la majeure partie de sa population, ce sont les femmes commerçantes. Oui. Elles étaient au marché. Elle a déguerpi le marché. Parce que ça s'imposait. Le marché était trop archaïque. Quand il pleut, tu ne peux pas marcher même avec des tapettes. C'était la boue partout. Et puis le site appartenait à l'église catholique. Ils ont un titre foncier là-dessus. Ils voulaient faire l'extension de l'église. Donc, elle a fait des réunions de sensibilisation, d'information, demander aux commerçants que j'ai fait un nouveau marché, déménager là-bas. Voilà la date butoir. Tout le monde a refusé. Elle a demandé aux transporteurs, je vous ai construit une gare routière, déménager de ce site-là, parce que le site appartient à l'église catholique. On veut moderniser Bingerville. Et aussi, ils ont refusé. Elle a dû utiliser les forces de l'ordre pour pouvoir les déguerpir de force ou de gré. Et ça l'a beaucoup affligée parce que c'est comme elle s'est retournée contre sa propre population. Alors que dans le fond, c'était dans leur intérêt. Mais ils n'ont pas compris tout que c'était dans leur intérêt. Si vous deviez résumer l'héritage que Madame Jeanne Batelot a laissé à Bingerville, que diriez-vous? L'héritage que Madame Batelot a laissé à Bingerville, c'est un capital humain de qualité. Parce que tous ceux, toutes celles qui ont travaillé avec elle, qui ont eu la chance de la côtoyer, c'est vrai que c'était pas facile. Mais quand vous sortez de là, vous sortez avec un bagage. Un diplôme que même l'école ne donne pas. Parce que je dis, Madame Batelot, c'est la rigueur, c'est le dévouement, c'est l'honnêteté. Donc, Monsieur Paré, parmi les grands chantiers qui ont été menés par Madame Batelot lors de ces 2 mandats, nous avons la nouvelle gare routière, le bitumage des voies, entre autres. Quel était, selon vous, le projet qui lui tenait le plus à cœur, personnellement? C'était le marché central. D'accord. Oui, comme par hasard, mais c'était le marché central. Parce qu'elle voulait que ces femmes travaillent dans de bonnes conditions. Ça lui tenait vraiment fortement à cœur. Qu'elle soit à l'abri, qu'elle ne soit pas au marché quand il pleut, elles ne savent pas où aller s'abriter. Vraiment, c'était le marché central. Et le marché, à cette époque-là, malheureusement, il n'y avait pas de partenaires. C'est-à-dire que le système BOT, là, il n'y avait pas ça. Il fallait faire sous fonds propres de la mairie. Alors qu'on était une commune, à cette époque-là, qui avait un budget de 100 millions de fonctionnement. 100 millions. Aujourd'hui, le même Bingerville fait un budget de près de 3 milliards. Donc, vous voyez, c'est le jour et la nuit. Mais elle s'est débrouillée, elle s'est battue pour faire la plateforme, pour faire déménager les femmes, en attendant un jour, quelqu'un d'autre puisse venir améliorer. Et ce quelqu'un qui est venu améliorer, c'est le député Maïssou Doumbia, à qui je dis un grand bravo. Et le foyer des jeunes qui est là, elle a fait la gare routière, elle a aussi modernisé l'état civil de la mairie, parce que à cette époque-là, quand elle a hérité l'état civil, les gens tapaient encore dactylo, sténo avec les rubans là. D'accord. Voilà.
Donc, quand elle est arrivée, elle les a remis dans un autre confort avec des machines électriques pour leur permettre quand même de présenter aux usagers des extraits de naissance de très bonne qualité, des documents de bonne qualité avec des machines électriques. Souvent, il n'y avait pas de climatiseur dans les bureaux parce que l'électricité coûtait cher. C'était des brasseurs. Elle a mis les brasseurs dans tous les bureaux. Vraiment, le personnel était très content. D'accord. Voilà, ça, elle a fait. Et puis, elle a fait une grande voix que personne ne pouvait s'imaginer que ça allait se faire un jour. C'est la voix du bandidrome pour aller à Gbagba 2. Pour tout Bingervillois qui est né à Bingerville, qui connaît Bingerville ou qui a vécu Bingerville, c'est comment était cette voie-là, long de 3 à 4 kilomètres. Mais c'est une voie qui reliait l'un des plus gros quartiers, sinon le plus gros village urbain. Mais ils avaient des difficultés pour monter en ville. Quand les femmes étaient malades, quand les ambulances devaient descendre pour faire des évacuations, C'était compliqué. Difficile. Le quartier était enclavé. Mais c'est elle qui a pris son courage avec des partenaires. Elle a fait bitumer cette voie. Nous arrivons donc au terme de cette interview. Merci beaucoup pour ces informations précieuses, Monsieur Paré. Merci pour ce City Meet spécialement dédié à Madame Jeanne Batelot. Je vous en prie. Merci beaucoup. Une commune qui porte l'histoire sans en être prisonnière, ses vieux palais reconvertis en lieu de vie, son atelier d'artiste devenu école nationale, ses bords de lagune qui continuent d'attirer et de retenir. Bingerville avance à son rythme avec ses héritages et ses ambitions. City Mag revient la semaine prochaine avec une nouvelle destination, une nouvelle collectivité, une nouvelle histoire à vous raconter. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vous a été proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.